Cela fait très longtemps que je n'avais pas autant détesté un personnage de film. Iron Claw. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, comme vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Iron Claw est l'histoire d'une famille qui veut devenir célèbre dans le monde du catch. Toute la fratrie va se lancer dans ce mode de divertissement et ce sport assez extrême. Malheureusement, les choses vont très mal se passer et la famille va connaître de nombreux drames. Je vous jure, ce film, il fout la haine d'une force. C'est un film que moi j'attendais beaucoup parce que les retours étaient vraiment excellents du côté américain. Le film est sorti il y a déjà 2 mois, je crois, ou un petit peu moins. Je ne connaissais pas du tout l'histoire de la famille. J'avais juste entendu à un moment en interview de Rock parler de la tragédie des Von Erich, la triste famille de catch. C'est tout ce que je savais. Je savais qu'il allait avoir des drames. Je ne savais pas lesquels, qui est-ce que ça allait concerner. J'avais pas d'infos plus que je sais que c'est un film dramatique. Et c'est important à souligner, ce n'est pas un film de catch. Oui, il y a un peu du catch, très bien, mais c'est un film familial sur une fratrie, sur un père toxique et le catch est vraiment mis de côté. Donc pour les gens qui veulent voir un film de catch, c'est pas vraiment le cas. Pour les gens qui veulent voir une sorte de drame familial émouvant et prenant, là vous allez plutôt vous y retrouver. C'est en effet une histoire vraie que j'imagine les fans de catch connaissent parfaitement, mais ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il y a beaucoup de changements scénaristiques. Il y a un frère qui n'a pas été inclus dans l'histoire, j'en parlerai un peu en spoiler. D'ailleurs, merci à l'abonné que j'ai croisé à la sortie de la salle qui m'a donné quelques informations parce que c'est un grand fan de catch. Merci, ça m'a vraiment aidé, j'ai pu faire quelques recherches par la suite. C'est des changements scénaristiques qui ont été assumés, approuvés, et peut-être que les gens qui connaissent l'histoire vont pas vraiment s'y retrouver et vont peut-être connaître quelques frustrations, mais pour les gens comme moi qui connaissaient pas vraiment les détails de l'histoire, il n'y a aucune frustration d'un point de vue scénaristique. Je vous explique pourquoi en spoiler ils ont fait un gros changement. Et c'est un film que beaucoup de personnes considèrent snobé aux Oscars. Alors je pense que le timing pour la sortie du film et les Oscars était un peu compliqué. Beaucoup de personnes voulaient voir Zac Efron nommé. Je suis d'accord que c'est la meilleure performance de sa carrière et de loin. Mais cette année, en termes d'Oscars, c'est vrai que la compétition était vraiment hardcore. De toute façon, si DiCaprio n'est pas nommé, Zac Efron avait peu de chance. Surtout vu la prestation de DiCaprio. Mais je maintiens que c'est une excellente prestation. Par contre, typiquement, j'aurais bien vu ce film nommé en Best Picture parce qu'en plus c'est le genre de film un petit peu à Oscar, j'ai envie de vous dire. Gros drame familial, bien mise en scène, belle photo. C'est typiquement le genre de film à Oscar et il aurait mérité d'après moi une place en Best Picture. Je pense que le problème est que c'est un peu trop mainstream entre guillemets. Ça reste un film A24, donc en théorie ça reste un film indépendant, mais du coup les Oscars l'ont pas vraiment considéré et j'ai l'impression qu'A24 a pas vraiment fait de campagne pour. C'est pas grave, de toute façon c'est pas comme si les Oscars étaient importants pour apprécier un film. Pour moi il aurait mérité Best Picture, en tout cas une nomination, surtout à la place de films comme Barbie. On va reparler en vidéo de Barbie bientôt. Ce que j'aime beaucoup dans le film, de une, c'est la réalisation. On est plongé dans l'ambiance années 70. Il y a énormément de plans dans le film qui vont permettre de mettre en avant le décor, de mettre en avant le lieu, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lieux en soi dans le film, mais chaque lieu est important. Et le travail des couleurs sur les différentes scènes, pour montrer un peu l'ambiance en soi. Il y a un plan séquence absolument génial, avec la musique Don't Fear the Reaper qui passe, qui est super, parce que ça met l'ambiance à 70, ça met l'énergie, ça crée cette ambiance catch, et même si vous n'êtes pas fan de catch, vous êtes emporté par la musique, par le plan séquence, par la mise en scène. D'autres moments, il y aura une salle vide de catch en noir et blanc. D'autres séquences, il y aura un morphing des 3 personnages, parce qu'ils vivent un truc un peu similaire en même temps. Il y a plein de petites idées comme ça pour mettre l'ambiance. Il y a une vibe très cool au début du film qui te rend presque nostalgique d'une époque que tu n'as pas vécue et je trouve ça assez fort. Que ce soit en musique, il y a beaucoup de musique très connue des années 70, surtout du rock. Il y a d'ailleurs une raison scénaristique à ça. Il y a pas mal de moments en montage aussi super bien foutus. Pareil en musique avec cette fois-ci Tom Sawyer de Rush. Il y a une scène assez rigolote de sexe entre un catcheur et une femme et le climax de cette scène finit sur une transition sur un ring de catch pour montrer encore une fois que la jouissance absolue des catcheurs, ça reste le ring. Le personnage de Zac Efron sera toujours en fond des scènes importantes. Il y a une scène importante qui se passe entre 2 personnages et la chose la plus importante, ça sera ce qui se passe au fond et les réactions du personnage de Zac Efron. Et le film le fait constamment. D'ailleurs, le film va souvent prendre beaucoup de recul par rapport aux personnages. Parfois, il y a des scènes assez dures qui vont avoir lieu et les personnages seront souvent filmés de loin, comme pour expliquer que c'est un peu le monde qui s'abat sur eux et qu'ils ne font aucun choix qui a de l'impact dans leur vie. Et cette manière de filmer de loin, je trouve vraiment que ça renforce l'une des thématiques fortes du film, un peu cette malédiction. T'as l'impression que le sort est déjà jeté et c'est foutu. Et l'autre côté, t'auras des moments avec des gros plans, mais pas forcément pour montrer les visages, mais pour montrer les corps, les veines, les muscles et aussi les visages dans les moments importants. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup le mélange où on est bien dans l'ambiance. On filme parfois des choses assez anodines mais qui ont beaucoup de signification pour les personnages, parce que ça reste avant tout une étude de personnages. Et en même temps, on a ces séquences filmées de loin avec plein de personnages où tu essaies de voir un peu la réaction de tous les personnages parce qu'il se passe quelque chose qui est un peu en dehors de leur contrôle. Et vu que c'est une histoire vraie, je trouve qu'il y a beaucoup de finesse dans le traitement des personnages, dans le traitement de ce qui se passe à ces personnages. C'est un bel hommage sans non plus être un tirage de pompe. Les personnages
ont fait aussi des dingueries et sont aussi fautifs dans beaucoup de cas. Et plein de drames auraient pu être en soi évités, mais ça crée quand même un hommage assez beau à la vie, à la fratrie, à la famille. Il y a des moments assez idylliques avec des rayons de lumière toujours, ou alors justement on va montrer la création de la vie dans l'obscurité. Il y a plein de séquences comme ça qui sont assez jolies, qui sont assez apaisantes, et je trouve que l'ambiance justement va de la relaxation à l'énergie, à l'anticipation, parce que t'attends les drames au fur et à mesure. Ça fait un peu des montagnes russes émotionnelles, mais dans le bon sens du terme, et justement le film de ce point de vue-là est vraiment bien rythmé et réussi. Évidemment, c'est un film très masculin en soi, mais c'est une critique de la masculinité. Les hommes ne doivent pas pleurer, il faut prendre des stéroïdes, il faut toujours être plus fort, il faut être un peu machiste et des choses comme ça, mais c'est une critique de tout ça, parce qu'au final, cette fratrie-là n'est pas comme ça réellement. C'est juste qu'ils sont sous l'emprise de quelqu'un qui réfléchit comme ça. Mais c'est surtout l'histoire, bien évidemment, d'un père, de l'emprise égoïste qu'il a sur sa famille et à quel point il contrôle sa famille avant d'être un film sur le catch ou des choses comme ça. Mais même les séquences de catch sont plutôt bien filmées parce que tu sais que c'est faux le catch. Mais la narration est faite en sorte que ça brouille un peu la frontière entre la réalité, le sport et ce qui est prévu ou pas dans le monde du catch, parce que le catch est un petit peu mis en scène, mais il n'y a pas forcément de script précis. Du coup, tu sais pas quand est-ce qu'ils improvisent, tu sais pas quand est-ce qu'ils se font battre, quand est-ce qu'ils gagnent réellement, et c'est quelque chose qui a vraiment lieu, qui est bien foutu. Et du coup, il y a forcément ce parallèle par rapport au cinéma, où dans le cinéma, parfois il y a des choses qui sont fausses, vraies, et je trouve que la barrière est vraiment floutée de manière efficace, et du coup, ça crée pas mal de tensions durant les scènes de catch, qui peuvent être filmées ou en très gros plan, ou encore une fois en plan séquence un peu de loin. Et justement, quand c'est filmé de loin, bah ça montre encore une fois cette déconnexion du contrôle, où les personnages perdent tout contrôle. Le film arrive à créer de la distance, mais en même temps, le film arrive à créer de la proximité. C'est ça qui est vraiment fort. Mais tout en créant une sorte de film qui est à la fois très chaleureux et en même temps tragique. Ça va par l'utilisation des lumières, que ce soit le noir et blanc, les lueurs du soleil, les chants idylliques, les musiques justement années 70, très rock. Et tout ça consolide cette famille toxique, c'est la vérité, mais en même temps cette fratrie fidèle que t'adores voir à l'écran. Les personnages ont une alchimie de dingue qui est tellement chouette et t'adores les suivre. Mais il y a évidemment le père qui vient tout casser, qui vient tout ruiner, qui est une ombre dominatrice et qui crée une emprise dingue sur ses enfants, qui sont même pas des enfants pour lui, mais des atouts, des assets même. J'en parlerai surtout en spoiler, mais c'est vrai que la dynamique familiale est d'après moi excellente. Et le film ne va jamais trop dans le mélodrame, alors qu'il aurait pu. Il aurait pu être hyper mélodramatique, il aurait pu en faire des caisses, mais la réalité est bien plus sombre que ce qui se passe dans le film, pour vous dire. Même le film a dû dire stop et a dû se concentrer sur uniquement quelques passages, parce que la réalité était encore plus sombre. Et il y a cet apport évidemment à la religion, à la croyance, à cette fameuse malédiction qui est vraiment bien foutue. Puis écoutez, les acteurs sont tous excellents. J'ai parlé évidemment de Zac Efron qui fait un super travail. Il y a aussi Jeremy Allen White qui est en pleine explosion aussi dans le monde du cinéma et des séries, qui a un rôle que je trouve un peu moins marquant en soi, même si le gars est bon. C'est juste que c'est pas le rôle qui me met le plus en avant, mais il fait un très bon travail. Moi, c'est plutôt Harris Dickinson qui m'a surpris. Il est pas présent dans toutes les scènes, mais il a un vrai charisme, il dégage un truc vraiment honnête, qui est vraiment agréable. Mais pour moi, le gars qui m'a le plus énervé, mais dont j'ai admiré le talent, c'est Holt. L'acteur qui joue le père est formidable. Vous le connaissez sûrement pour beaucoup d'entre vous de Mindhunter. À chaque fois qu'il était à l'écran, je voulais lui mettre des baffes, je voulais le frapper, je vous jure. J'ai rarement autant détesté un personnage. Ça me rendait fou, vraiment. Mais je trouve qu'il a vraiment un truc où il est manipulateur, à la fois dur. Il a cette fausse discipline qui le rend tellement détestable parce que c'est presque le cliché du daron masculin, viriliste. Ses enfants doivent la discipline, ne doivent pas pleurer, des choses comme ça. Et la manière dont il les manipule est tellement agaçante. J'ai adoré l'acteur. C'est une très belle performance qu'il a fait là, assez complexe. Et je trouve son traitement de personnage excellent. Donc pour moi, c'est vraiment lui qui m'a surpris. Non pas que les autres acteurs sont pas très bons, hein. Ils sont tous très très bien. Mais la haine que j'ai pour ce personnage-là m'a vraiment surpris plus qu'autre chose. Tous les personnages ont un super développement. En parlant en spoiler, ils ont une super alchimie. J'ai rarement vu une fratrie comme ça à l'écran, surtout qu'il y a beaucoup de frères. Tu vis un rise and fall ultra tragique, un drame familial puissant. Ouais, ça peut faire beaucoup d'un coup, je pense, et beaucoup de personnes vont se dire non mais c'est trop surréaliste, c'est abusé, alors que dans la vraie vie c'était pire. Le film a dû faire un pas en arrière en disant on se calme parce que là les gens vont pas y croire. Le film change totalement d'ambiance, le début est vraiment joyeux, chaleureux et tout, et ça va en drame pur vers la fin, et ça crée une super anticipation tout le long de l'histoire. Tu te demandes vraiment ce qui va arriver après, et le traitement des personnages est vraiment réussi. C'est avant tout l'étude d'une famille, et pour ça c'est fort. Le film est beau émotionnellement, vous allez rire, vous allez être touché, vous allez aussi chialer sûrement pour beaucoup d'entre vous. Le film peut être aussi assez déprimant, mais il y a aussi quelques vibes un peu plus feel good, et je trouve que globalement le film se regarde très vite. C'est quoi, 2h12 je crois, vous n'allez pas voir le temps passer. Il y a plein de séquences mémorables, il n'y a pas toujours des idées de génie en termes de mise en scène, mais pour conclure, c'était un super film, un super moment. Que vous soyez fan de catch ou pas, que vous soyez un homme ou une femme, je dis surtout femme parce que ça peut paraître très masculin comme film et ça pourrait pas intéresser les femmes, et je vous jure ça peut intéresser tout le monde. Je pense que c'est un film assez universel que tout le monde peut apprécier, toute génération, parce que c'est avant tout l'histoire d'une famille, et c'est ça qui est fort, c'est ça qui est puissant. Et le film, que ce soit visuellement, dans l'acting, dans le rythme, dans tout ce qu'il a réussi à faire, il manquait peut-être juste un peu de génie dans la mise en scène et peut-être un peu moins expédier certaines choses, mais globalement ça reste génial et je pense que tout le monde va adorer. C'est un super
super film que je ne peux que vous conseiller. Donc il est sorti en salle aujourd'hui. D'après moi, foncez, vous allez sûrement adorer. Maintenant, on va passer en spoiler. En effet, dans la vraie vie, il y avait un autre frère qui a aussi connu un sort tragique, mais ça faisait beaucoup de frères pour le film et ils ont décidé de le supprimer parce que ça faisait trop de drame et déjà qu'il y a 3 frères qui décèdent dans le film, ça serait très bizarre d'en avoir un 4e, ça ferait peut-être trop pour les spectateurs qui connaissent pas la vraie histoire. Apparemment, ça a été discuté en amont et c'était un choix difficile à faire, mais ils l'ont fait pour le bien du film et je comprends parce que ça peut paraître beaucoup. Déjà la mort de 3 frères, franchement, si c'est pas une histoire vraie, tu dirais que le film est fainéant, tu dirais que le film abuse. Tuer les 3 frères comme ça, c'est beaucoup d'un coup. Mais c'est toujours traité avec respect. Il y a une chaleur qui s'en dégage. Chaque mort est presque belle, même si elle est tragique évidemment. Pour parler des personnages, le premier c'est le personnage de Jeremy Allen White que j'ai envie de traiter. Il y a un truc assez intéressant par rapport à ce personnage-là et par rapport à tous les personnages, c'est que tu vois qu'ils abusent quasiment tous, mais surtout lui, de cocaïne, de produits dopants, de stéroïdes sûrement. Les stéroïdes c'est surtout le personnage d'Harris Dickinson et c'est sûrement ça qui l'a tué, ou en tout cas le film t'indique que c'est ça qui l'a tué. Le fait de vouloir aller au bout des choses et de se donner à fond, c'est ça qui l'a d'après moi tué médicalement parce qu'il se donnait trop à fond, il abusait des produits et des choses comme ça, il était sûrement trop fatigué, enfin bref. On voit que ce gars-là est cocaïnomane, stéroïde, il n'arrive pas à avoir des relations sérieuses, il a fait une bêtise malheureusement, c'est conduire bourré, il a perdu sa jambe, ce qui est assez tragique, mais il lâche pas. Il se donne encore à fond, il est d'ailleurs recruté dans la WWF, c'est quelque chose d'assez positif, tu vois, quelqu'un qui a un vrai handicap, qui va dans une compétition comme ça, c'est assez fort et beau je trouve. D'ailleurs dans la vraie vie, c'est la personne que j'ai croisée après la séance qui me connaît de mes vidéos, les gens ne savaient pas que ce gars-là faisait de la compétition sans une jambe. C'est quelque chose d'assez fou, mais c'est vrai que lorsqu'il perd la seule chose qu'il gardait en vie, le catch, malheureusement il y passe aussi. Il y a un mélange de tout, hein, c'est avoir perdu l'opportunité d'aller au JO, être champion du monde qui ne lui a rien fait, en plus sa célébration a duré très peu de temps et j'ai beaucoup aimé. Quand la famille gagne enfin la ceinture de champion du monde, c'est une scène sombre, noire, on ne voit rien. Normalement dans le film ça devrait être une récompense, un moment de fête, mais non, c'est un moment tragique. Et du coup l'accumulation de cette tragédie, de sa solitude, de son abus de substance, le fait de ne pas être entouré de sa famille a causé sa perte et je trouve que c'est un personnage tragique mais vraiment réussi. Mais c'est triste parce qu'il y a quand même une histoire assez positive d'un gars qui a perdu sa jambe mais qui va quand même encore une fois avoir un niveau professionnel jusqu'à un moment, encore une fois hors de son contrôle, où tout est perdu. Et j'ai beaucoup aimé justement ces indices avec les abus, les relations, la famille qu'il a un peu délaissée qui causent son suicide et surtout les nombreuses tragédies qui ont eu lieu avant. Mike est un personnage assez tragique d'après moi parce que tu vois qu'il voulait faire de la musique, sûrement aller à la fac et des choses comme ça, vivre de son art, mais son père le refuse et surtout qu'il sent un peu obligé moralement d'intégrer une famille de catch et forcément ça lui allait pas du tout, il était pas prêt, il souffre d'une opération qui le rend un petit peu handicapé mentalement, je sais pas c'est quoi le terme politiquement correct, mais c'est vrai qu'il perd un peu sa motricité et du coup il décide de se suicider plutôt que de continuer à vivre cette vie où il est plus à 100%. Il m'a fait beaucoup de peine, franchement quand tu vois l'interview de lui où il a eu du mal à être lui-même, mais en même temps tu vois qu'il est conscient, mais il est plus capable d'être qui il était, ça fait beaucoup de mal, c'était quelque chose d'assez déprimant. Il y en a beaucoup des histoires de combattants, de boxeurs qui ont ces problèmes-là, du coup c'est toujours triste, et moi ça m'a fait beaucoup de mal, et limite le suicide entre guillemets, c'est pas une solution, c'est quelque chose de libérateur presque, et encore une fois je trouve que c'est un bel hommage à ce personnage. Le suicide n'est pas une solution, et le film ne dit pas ça, mais tu comprends pourquoi il le fait, c'est ça que je veux dire. Il y avait un truc un peu bizarre par rapport à Pam, tu penses qu'il est un peu amoureux d'elle, ou il y a un truc, il y a 2 séquences où il la regarde un peu bizarrement, ça n'a jamais été redéveloppé par la suite, c'est peut-être pour indiquer un peu sa solitude, mais c'est vrai qu'ils auraient peut-être dû en parler un peu plus. Après le personnage d'Harris Dickinson est l'un des plus touchants parce qu'il a un vrai charisme, il vole la place malheureusement de son frère, c'est pas ce qu'il voulait faire mais encore une fois c'est hors de son contrôle, c'est l'une des thématiques du film, et malheureusement il est poussé à bout parce qu'il avait au final pas les épaules pour porter un peu l'enjeu familial, c'est une pression qu'il vit depuis tout petit. Depuis tout petit, on dit que son frère va être le champion, et là d'un coup c'est lui qui doit l'être, forcément il doit se droguer, prendre des stéroïdes, tout ça, et malheureusement son corps ne tient pas, et malheureusement il y passe, et on le voit même pas, c'est ça qui est triste, c'est comme la famille, ils apprennent le décès alors qu'il est à je sais pas à 10 000 km d'eux, c'est hyper triste aussi, c'est déprimant parce qu'ils auraient pu éviter la chose, mais comme beaucoup des morts, hein, ils auraient pu éviter la majorité des morts, et là aussi c'est carrément déprimant, et à partir de sa mort, le film change complètement d'ambiance. Mais c'est beau de les voir tous les 3 au paradis, il y a un côté assez touchant, assez magnifique, d'ailleurs tous les 4, pardon, qui est assez fort, qui est une sorte de bel hommage aussi, donc pour moi vraiment c'était réussi. Après évidemment faut parler de Kevin, celui qui avait la plus grosse pression, le personnage de Zac Efron, il a tout donné, mais il a rien eu en retour, la vie ne lui a jamais donné ce qu'il voulait, il s'efface au fur et à mesure du film, il devient de plus en plus un personnage secondaire, il est toujours dans l'arrière-plan, et c'est lui le vrai père de la famille, c'est lui le plus vieux évidemment entre guillemets, et c'est lui qui devait s'occuper de ses frères, et c'est un poids qui est dur, parce qu'il doit être et un frère et un père à la fois, et en même temps il doit porter l'héritage familial qui est imposé par son père, et évidemment c'est compliqué. J'aime beaucoup qu'on le voit perdre sa virginité par exemple, parce que tu vois et tu comprends que toute la famille n'a jamais eu l'occasion d'avoir des relations amoureuses, c'est le seul qui a une femme, une vraie, tu vois qu'il pleure jamais alors qu'il est clairement
dépression au point d'abandonner son enfant à certains moments. Littéralement, le gars préfère dormir par terre que passer du temps avec sa famille, tellement il a peur de la malédiction, tellement il a peur de ses responsabilités et tellement il est en dépression. Et là où c'est un personnage un peu différent des autres, c'est que les autres ont toujours subi un peu leurs actions, sauf que lui subit ses actions de manière positive. Le fait d'avoir été disqualifié, ça le libère au final. Le fait d'avoir perdu le titre qu'il voulait depuis toute sa vie et d'être ok avec ça, c'est la tellement libéré que psychologiquement c'est le seul à avoir gagné. Je trouve ça beau que sa victoire à lui a été dans la défaite, là où c'est l'inverse pour les autres. Leur victoire a été leur défaite personnelle et ça en fait un personnage tragique, mais à la fin celui qui réussit le mieux, celui qui s'en sort et qui brise la malédiction. D'ailleurs il est toujours en vie, tout va bien et c'est quelque chose d'assez fort par rapport à ça. Fort et vraiment réussi. Maintenant il faut parler des parents. Les deux parents, on va commencer avec la mère. La mère c'est une figure au début, je pense que c'est un peu une connasse, soyons d'accord. Elle est un peu insupportable, elle veut pas s'occuper de ses enfants. C'est toujours Zac Efron, son personnage, qui doit s'en occuper. Mais au fur et à mesure, elle s'efface aussi. Elle s'efface aussi évidemment parce qu'elle perd tous ses enfants un par un et elle est plus heureuse. Et justement, il y a cette scène avec la robe où elle doit remettre une robe qu'elle a déjà portée aux funérailles d'un autre enfant qu'elle a déjà perdu. Elle a pas envie de remettre la même robe parce qu'elle repère un enfant. Il y a ce truc qui est vraiment tragique et l'inclusion de Pam dans l'histoire, ça montre surtout la timeline. On voit qu'ils sont tous décédés lors d'une grossesse au fait. Et ça, c'est encore pire. Donc j'ai beaucoup aimé la figure de la mère qui était très difficile avec ses enfants au début parce qu'elle a sûrement été sous l'emprise du père. Mais au fur et à mesure, elle se détache du père de une, elle reprend la peinture, chose qu'elle aimait bien, elle fait pas le dîner. Donc on voit qu'elle se détache du père à la fin, mais surtout, ça devient un peu une coquille vide parce qu'en tant que mère, elle a perdu quasiment tous ses enfants. Et ça, c'est horrible. Et c'est là qu'arrive le père, que je trouve une figure absolument géniale dans le film en soi, d'un point de vue scénaristique. C'est le père toxique qui lui a échoué dans sa vie, mais qui veut avoir des enfants pour l'unique raison qu'il réussisse à sa place. L'un de ses fils meurt et le premier truc qu'il dit, c'est pas de larmes et qui va reprendre le titre. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Donc tout ce qu'il fait, c'est de manière égoïste. Il a un classement entre ses enfants. Il veut juste gagner pour son propre intérêt. Il s'en fout de ses enfants. Il les aime même pas. Lui, ce qu'il veut, c'est le trophée dans la famille. Et lorsqu'il a le trophée, encore plus, toujours plus loin. Ça s'arrête jamais. L'égoïsme, la fausse discipline nocive, toxique, le virilisme, chaque scène, il est détestable. Et l'acteur, pour ça, il a fait un super travail. Donc j'ai vraiment adoré la relation familiale. J'ai adoré le film. Donc honnêtement, je vous le conseille. Vous devez foncer dessus. Je pense vraiment que tout le monde va l'apprécier. Mettez-moi dans les commentaires si vous l'avez apprécié ou pas. J'ai envie d'avoir votre avis. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.